Chers amis, merci d'être fidèles au cercle Retour au réel. Monsieur Gobet, c'est à vous. Quand je parle de politique autour de moi, je parle beaucoup d'économie. À tel point que les gens me disent, me considèrent comme un économiste. Je suis pas économiste. En plus, j'ai été nominé pour un prix d'économie, mais je suis géopoliticien. C'est-à-dire, j'embrasse toute la puissance d'un pays. Mais quel est l'avantage de parler d'économie? Pourquoi c'est plus facile de convertir ou de faire comprendre aux gens avec l'économie, même si c'est un sujet assez ardu, parce que vous donnez des chiffres. Il faut revenir toujours au sens des mots. C'est ce que disait Platon, c'est ce qu'a dit à notre époque le grand écrivain, celui qui a écrit La Peste, Camus, savoir revenir au sens des mots, savoir de quoi on parle. Le libéralisme, c'est pas la jungle. Le libéralisme, c'est une doctrine philosophique qui reconnaît la primauté de l'individu et le respect de l'individu. Dans un système communiste, dans un système totalitaire, l'individu n'est rien. Et c'est la reconnaissance de l'individu. Nous, ici, nous sommes entre chrétiens. La parabole de la brebis perdue est une parabole qui est très importante sur ce plan-là. C'est-à-dire, une personne est perdue, on abandonne le troupeau momentanément pour aller chercher une personne. C'est très important. C'est pour ça d'ailleurs que les évangiles et le christianisme peut être reconnu par des gens qui ne sont pas chrétiens à cause de la pertinence, de l'élévation des principes qui sont dans cette religion. Je parle des 4 évangiles. Je ne parle pas de l'Ancien Testament qui est commun aux Juifs et aux chrétiens. Je parle des évangiles. Et il faut reconnaître que la civilisation, si on fait abstraction des Grecs qui nous ont précédés, encore que dans la philosophie grecque et surtout dans les stoïques grecs, on a des rapports avec l'enseignement du christianisme, eh bien, cette civilisation occidentale qui a été maîtresse du monde et qui a amené cette prospérité est une civilisation chrétienne. Alors on va nous dire il y a eu des guerres. Oui, il y a eu des guerres, mais il y en a eu avant et il y en a encore. Et il faut rappeler, alors je fais une petite digression, mais c'est très très important. Notre société est toujours accusée, elle est toujours attaquée. Si vous voulez, on possède une arme nucléaire qui n'est plus indépendante d'ailleurs puisqu'on a vendu notre technologie nucléaire. Ça veut dire que pour le nucléaire, quand on a besoin de pièces, il faut demander aux Américains. Et ça, c'est un abandon de souveraineté. Ça, c'est fondamental. C'est très très important. Eh bien, on a des sous-marins, on a une force, des forces importantes, mais le pays est attaqué de l'intérieur. Il est attaqué de l'intérieur. Selon les principes de Sun Tzu, repris par Lénine, Lénine avait dit lorsque nous aurons suffisamment pourri nos ennemis de l'intérieur, leurs armes ne leur seront d'aucune utilité. Vous voyez ? Voilà. Donc ça, c'est très important. Alors, un exemple, on culpabilise l'homme blanc, et l'homme blanc, on le castre. Et on lui enlève sa combativité. Parce que pour combattre, vous combattez à partir d'un droit et à partir d'une fierté d'être, pour vous imposer. Solzhenitsyn parlait de l'émasculation des Occidentaux. Il a écrit un livre qui s'appelle Le déclin du courage. Mais pour avoir un courage, c'est pour défendre des valeurs, mais faut-il encore croire dans ces valeurs? Or, nous sommes attaqués de l'intérieur. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a cité Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, il a écrit un livre qui s'appelle La barbarie à visage humain. Je voulais donc, on attaque. Alors, christianisme, on va revenir au christianisme. On a entendu, quand j'étais plus jeune, je regarde quasiment plus la télévision depuis 30 ans. Il y a 30 ans, il y avait d'ailleurs des choses intéressantes. Maintenant, quand vous regardez vos programmes, c'est absolument effrayant. Donc c'est très très difficile de trouver des choses intéressantes à part des récits de voyage, voilà. Donc vous entendiez, on l'entend encore, maintenant c'est tout le temps, l'Occident est coupable de l'esclavage. Bon. Ben, c'est une inversion totale de la vérité, c'est-à-dire que, et moi à chaque fois je rencontre un noir et qu'on discute un peu, je lui explique ça. D'abord les noirs sont très complexés, Moi j'ai fait une signature au salon du livre, et à côté de moi j'étais au stand de Picolec, c'était pour ce livre-là, et à côté de moi il y avait des gens de couleur, c'était je crois la Guadeloupe, etc. Ils n'ont parlé que d'esclavage, si vous voulez, pendant toute l'après-midi. Alors, vous voyez, ces gens-là sont très complexés. Non mais c'est pas contre les blancs, c'est eux-mêmes, ils sont complexés, ils sont très complexés. Bon, il y a quoi? Descendants d'esclaves. Bon, alors, ce à quoi je dirais que d'abord, nous sommes tous des descendants d'esclaves, parce que les Gaulois, et les Romains et les Grecs
quand ils étaient vaincus, quand Corinthe a été détruite par les Romains au IIe siècle, quand Corinthe s'est révolté, tous les gens étaient vendus comme esclaves. Donc les Grecs étaient vendus comme esclaves. Entre eux, ils se vendaient comme esclaves. On l'a dans l'Iliade. Briséis, Chryséis, etc. Les Gaulois aussi, etc. Donc nous sommes tous des descendants d'esclaves. Les Noirs sont les derniers esclaves, si vous voulez. Bon, mais nous, on n'a pas à être coupables. Je le dis, c'est très important. Vous le savez, plus ou moins. Vous le savez, plus ou moins. Par contre, vos enfants, les jeunes, ne le savent pas. Et c'est très important, cette mission que nous avons, nous, les adultes, de donner les informations à nos enfants, aux jeunes. Parce que les jeunes, ils sont formés par l'école. Donc l'école, elle est... D'accord, la publicité que vous voyez dehors, la télévision, le cinéma, ça, tout est effroyable. Les Oscars, je m'intéresse pas tellement à ça, mais j'en ai entendu parler. Les films qui ont été nominés, c'est l'affaire Dreyfus, Les Misérables, donc c'est un truc d'extrême gauche. Donc si vous voulez, traiter comme ça, c'est que de la propagande. Et quand j'étais plus jeune, d'ailleurs il y a une quarantaine d'années, quand vous regardiez des feuilletons policiers, il y avait un peu de propagande. C'est-à-dire qu'on servait, il y avait une intrigue policière, et on mettait un peu de propagande. Maintenant, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est d'abord de la propagande il y a un film autour. sur un fond, sur un fond de... Bon, alors, il faut savoir que nous sommes d'abord tous des descendants d'esclaves, donc le noir n'a pas à être complexé. Deuxièmement, l'esclavage était présent dans toutes les civilisations, y compris en Europe. Les Vikings faisaient le commerce d'esclaves, etc., etc. Bon. Et qui a supprimé l'esclavage dans l'histoire pour la première fois? C'est l'Église. C'est l'Église au 5e siècle. Donc, messieurs, mes amis blancs, chrétiens, européens, chrétiens, pour moi, ça ne veut pas forcément dire pratiquant, c'est avoir la fierté d'appartenir à la civilisation chrétienne. Et l'Église a interdit la valse au 19e siècle, par exemple, ça paraît complètement ridicule. Bon, l'Église n'est qu'humaine. Donc, n'étant qu'humaine, elle peut faire des erreurs. Voilà. Donc, il faut revenir. Donc, vous voyez, ça, c'est un petit détail. J'étais pas parti là-dessus. Mais vous voyez, c'est un détail. Et un détail, enfin, un fait précis qui est emblématique. Montaigne disait, chaque acte nous dépeint tout entier. Hein, ça veut dire que chaque chose qu'on voit, chaque chose que je remarque dans la société n'est pas innocente, et à chaque fois, ça définit toute la société, tout ce monde dans lequel on vit. Et ce monde, j'ai un certain âge, j'ai plus de 60 ans, et donc ce monde qui, quand j'étais plus jeune, on dit la France est en décadence. Mais pour moi, elle est plus en décadence. On est entre nous. Je dirais qu'elle est attaquée profondément, et le pire, c'est de l'intérieur. Et en fait, on le voit moins, parce que ce sont des gens qui passent à la télévision, donc ils sont accueillis grandement. Mais c'est une attaque systématique de nos valeurs, et les gens ne réagissent plus. Alors là, je vais faire une attaque très violente, Je sais qu'on est filmé, mais c'est un fait, comme disait Rivarol, les opinions sont libres, les faits sont sacrés. Là, c'est un fait, on peut pas m'attaquer, je cite un fait. Le président Macron, avant d'être président, quand il est allé en Algérie, a déclaré haut et fort que la France avait commis des crimes contre l'humanité, génocide, etc. en Algérie. Alors d'abord, il faut savoir que dans les règles de la diplomatie, il est interdit de dire du mal de son pays étranger. Donc comment peut-on, alors qu'il y a 15 millions d'Arabes dans notre pays, pouvoir déclarer une chose pareille, qui est sordide. Deuxièmement, qui aurait pu commettre des crimes? C'est forcément l'armée, c'est pas les civils, c'est pas l'armée. Or, vous avez remarqué que personne n'a bougé. J'arrête mon attaque, mais vous voyez, c'est d'une telle évidence. Or, après avoir déclaré ça, quand il est rentré en France, normalement dans un pays dirigé, un pays fier, il aurait dû avoir maille à partir avec la justice du pays. Or, comment dirais-je, en punition, il a été élu président de la République, si vous voulez. Ça montre quand même que l'état de destruction profonde de ce pays, elle a été faite dans l'inconscient des gens. C'est-à-dire par une espèce de culpabilisation. Alors, il y a des éléments, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai dit, profitez de votre dîner, parce que quand je vous aurai fait un bilan de la France, vous n'aurez plus d'appétit après. Et il y a un monsieur, en fait de moi, qui m'a dit, j'espère qu'il y aura de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Maurras disait, le désespoir est interdit en politique.
Moi, je dis pas seulement en politique, je dis dans la vie. Les principes en histoire, en géopolitique, comme en physique, sont récurrents. On retrouve toujours, vous lisez la guerre du Péloponnèse, ça s'est passé quand même au IVe siècle avant Jésus-Christ. Vous retrouvez les mêmes principes que la lutte entre l'Allemagne et l'Angleterre au début du siècle pour la suprématie, pour l'hégémonie. On retrouve les mêmes principes, voilà. Bon. Mais il faut pas s'intéresser seulement qu'à l'histoire, parce que le monde est régi par des règles générales qui sont pas très nombreux. Par exemple, le positif et le négatif, dans l'infiniment grand au niveau des galaxies et dans l'infiniment petit au niveau de l'atome, on retrouve les mêmes lois, les mêmes principes. Bon. Et je vais vous donner un exemple. Je m'intéressais à la nature, les animaux, parce que nous sommes des animaux, avec une raison pas toujours logique d'ailleurs, un instinct dévoyé et une raison pas assez puissante. Par exemple, la défense du territoire, la défense de la famille, c'est instinctif, on l'a perdu. Bon. Eh bien, j'ai appris que quand un nid d'abeilles est malade, quand les animaux sont affaiblis, un autre essaim vient les attaquer. Il les attaque, il les tue et il prend la place. Vous avez compris Oui. un petit peu, voilà. Alors les Grecs, vous voyez donc, si vous voulez, quelqu'un qui va s'intéresser, qui va avoir cette vision universelle, comprendra les grands principes. C'est pas en écoutant les informations à la télévision, ça vous le savez tous. C'est même pas en lisant le journal, encore que quelquefois il peut y avoir un article un petit peu intéressant qui n'est lu par personne d'ailleurs, qui n'a aucune, voilà, il dit jamais les choses au bout. Un type comme Bavrez est brillantissime, il est très brillant. Je ne l'ai jamais entendu une seule fois dire du mal des socialistes. J'ai rencontré Renaud Girard, professeur de géopolitique à Sciences Po. Il est chroniqueur de politique étrangère au Figaro. Bon, c'est quand même important. Normalien, ENA. Bon, alors les discours qu'il fait dans le Figaro, bon, c'est politiquement correct. Le Figaro est subventionné par l'État parce que la presse française est subventionnée par le gouvernement. Aux États-Unis, elle est subventionnée par les groupes. C'est déjà mieux, mais il y a déjà plus de liberté. Bon, eh bien, je l'ai vu dans une réception. Bon, je me suis entretenu avec lui et j'ai fait une réflexion entre l'entente entre Poutine et Trump, ce qu'il ne dit jamais dans ses articles. Et ben en privé, il était d'accord. L'éditeur parle avec Renaud Girard, et lui dit oui, vous avez vu ce qui s'est passé là, c'est scandaleux, les islamistes, les machins, les trucs. Le gouvernement n'a rien fait, mais c'est tous les jours depuis des années. Donc si vous voulez, j'ai à peine écouté. Bon, et puis après j'ai posé une question. Et j'ai dit, mais qui a racheté la dette française en 1983 ? Arabie Saoudite. Personne ne sait ça. Arabie Saoudite. Personne ne sait ça. Bon, personne ne sait ça. Renaud Girard dit, c'est l'Arabie Saoudite. Il n'a jamais écrit ça dans aucun article, si vous voulez. Vous voyez ? Donc vous avez le politiquement correct, la soupe. Hein ? La soupe. Et ça veut dire que on pourrait retourner les choses. Alors, vous avez les jeunes, il y a une nouvelle moisson, justement, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est quand on lit l'histoire du passé, il y a eu au XVe siècle une peste qui a fait mourir un tiers de la population en Europe. C'est reparti. Les guerres terribles, la guerre de 30 ans en Allemagne, les Allemands ont perdu 50% de leur population. L'Allemagne est repartie. Si vous voulez, après des très grandes catastrophe écologique, ça repart. Et là, on a une moisson de jeunes aujourd'hui, de valeurs, des jeunes énergiques qui se rendent compte, qui ne croient pas à tout ce bobard, qui regardent moins la télévision d'ailleurs, mais ils n'ont pas les éléments. J'ai été invité à Saint-Cyr, pour faire un cours de géopolitique devant des élèves. Alors le type qui m'a invité, il a sorti 25 types les plus brillants. Bon. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'au premier rang, parce qu'on invite des étrangers. J'avais un Américain, donc je pouvais pas tellement dire parler de. C'est très difficile d'ailleurs de parler en public, même à Radio Courtoisie, parce que Radio Courtoisie on dit les choses, mais il y a des choses qu'on peut absolument pas dire, parce qu'on est sur écoute, parce que c'est pas que je veux dire du mal. Il faut bien comprendre que nos présidents, depuis déjà longtemps,
sont mis en place, et ils doivent obéir à qui les met là. Et ceux qui gouvernent le monde, ça c'est une phrase très célèbre, le monde est dirigé par 300 personnes qui se connaissent tous et que personne ne connaît. Alors on a parlé du groupe Bilderberg, on a parlé de la formation, très bien. Bon, tout ça c'est vrai, c'est quand même les plus grands financiers. Vous savez qu'il y a des entreprises dont le PIB est plus important que certains pays. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lutter contre ces gens-là, parce que ces gens-là sont quand même divisés. Tous les gouvernements sont infiltrés. Jacques Bainville, vous voyez l'intérêt de lire l'histoire ancienne. De temps en temps, vous découvrez des trésors, si vous voulez, comme des pierres précieuses dans la fange, des clés qui ouvrent des portes. Jacques Bainville dit, il faut dire Jacques Bainville, c'est pareil, Jacques Bainville. Bon. Et Jacques Bainville dit, l'Angleterre, au temps de sa toute-puissance, donc 19e siècle, première puissance du monde à fin 18e jusqu'en 1890. Ça a été la première puissance du monde. Et c'est là que le politique et l'économie sont très importants. Ça, c'est ce que ne comprennent pas nos politiques. Nos politiques, en France, sont idéologie totale. Ils connaissent pas l'économie. Les économistes, ils connaissent pas tellement bien. Donc moi, j'ai été en position d'un prix d'économie. Et je viens de l'histoire. Donc ça me permet d'avoir une vision complètement différente. La Première Guerre mondiale, le Kaiser était fou. La Deuxième Guerre mondiale, Hitler, on n'en parle même pas. Mais on oublie de dire qu'en 1913, l'Allemagne était devenue la deuxième puissance, 1913, économique et industrielle du monde, et qu'elle avait pris les marchés de l'Angleterre. Et qu'en 1938, l'Allemagne, sans emprunter aux banques américaines, le grand crime d'Hitler, c'est ça, il a refusé d'emprunter aux banques américaines. Donc là, c'était son arrêt de mort. Dès 33, hein, c'est pas 42 la solution finale. 33, Germany must perish. C'est le gros titre d'un journal américain. Il a refusé d'emprunter aux banques américaines et il a instauré le troc. C'est-à-dire que c'était la mort de la haute finance internationale. Bon. Eh bien, en 1938, l'Allemagne et sa personne, c'est ça. L'Allemagne est deuxième puissance économique industrielle du monde. Et dans le même temps, en Amérique, il y avait 10 millions de chômeurs. Voilà, la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça. D'accord ? Donc ça, c'est l'économiste qui a une autre vision. L'Algérie, il fallait libérer ces peuples opprimés et leur rendre leur dignité. En fait, il y avait du pétrole en Algérie. Et aujourd'hui, l'Amérique détient 90% des réserves d'hydrocarbures d'Algérie. Et ce pétrole, il était même pas en Algérie, il était bravo, dans le Sahara, qui appartenait pas nominalement à l'Algérie. Donc le grand homme de Gaulle n'est évidemment pas le grand homme que... Bon, ça, vous l'avez déjà tous compris. Mais autour de lui, il y avait ce que Jacques Bainville appelle, l'Angleterre avait des ministres dans toutes les cours. Donc ça veut dire que vous avez des gens qui sont autour. Alors, en France, on sait qui c'est. Le général Pichon Duclos, qui a écrit un livre sur les guerres de la mondialisation, appelle les honorables correspondants des États-Unis. Bon, alors je ne fais pas de l'anti-américanisme, et ce que Trump a dit très justement. D'abord, Trump, c'est pas le système, c'est un individu qui est d'ailleurs attaqué par le système. C'est là qui nous est sympathique, hein, parce que lui, il obéit à personne et on peut pas le tenir. Et en plus, il est comme les anciens rois. Vous savez que le roi s'appuyait sur le peuple contre sa noblesse. Vous voyez comme l'histoire est... C'est amusant comme on trouve... Bon, Trump et les rois de France, on est quand même loin. Hein. Regardez le combat des démocraties. Hitler est élu. Il a fait des plébiscites. L'Anschluss, il a envahi l'Autriche. 90% des Autrichiens, 95 étaient pour le rattachement. Il l'avait demandé au traité de Versailles. Mais ça ne plaisait pas à la puissance américaine. Hitler voulait récupérer le corridor de Danzig à majorité allemande. En vertu des 14 points de Wilson, t'as pas de points de Wilson, c'est pas Hitler qui avait 14 points de Wilson, le droit à l'autodétermination, d'accord? Bon, Hitler a exigé un référendum, et je veux un référendum, bon, voilà. Les Américains n'ont pas voulu.
Par contre, Staline, il a envahi les pays baltes sans référendum. Il est venu nous délivrer. Vous voyez, c'est assez dur d'expliquer ça à des jeunes, si vous voulez, parce que c'est tellement pourri. Là, on est entre nous. Donc, quand je parle à des jeunes, j'ai du mal parce que j'ai mon neveu. Quand j'étais à Saint-Cyr, ils étaient. Alors, justement, je parlais de Saint-Cyr tout à l'heure. Donc, c'était des gens brillants. Il y en a qui avaient des bacs +7. Il paraît peut-être pas dans cette promotion que. On me racontait qu'il y avait un polytechnicien qui avait voulu rentrer à Saint-Cyr, des gens qui ont fait la HEC, etc. Des gens brillants qui veulent s'occuper de leur pays. Bon, alors ils m'ont dit que l'ennemi c'était la Russie. Alors l'ennemi c'est la Russie de Poutine. Si vous voulez, les États-Unis, il y a la géopolitique américaine qui a toujours voulu être la plus forte. Bon, nous on l'a été, les Romains, etc. Ça c'est tout à fait normal. Moi c'est plutôt le système, vous voyez, c'est-à-dire la haute finance internationale, etc., etc. Bon, tout ça c'est très complexe. Donc vous voyez ces jeunes très brillants, bon, qui lisent, qui ont choisi, qui étaient les meilleurs. Pour eux, Poutine c'est l'ennemi. Donc vous voyez, ça veut dire que les jeunes sont quand même à côté de la plaque. Alors Poutine, il a combattu l'islamisme. Poutine, il rend hommage à la Russie. Il l'a fait très habilement. C'est-à-dire qu'il rend hommage à la Russie, qui a défendu la mère patrie contre l'envahisseur nazi. Très bien. Bon, il a fait ça très bien. N'empêche qu'il a écrit et il a dit que le communisme c'était une catastrophe. Il l'a dit, il a écrit en alt-texte. Donc il sait jouer ce que les Allemands savent pas faire. Enfin, les Allemands, ils sont occupés. Il y a 120 bases en Allemagne et puis alors pour leur lessiver la tête, on leur lessive la tête. Donc Poutine n'est pas du tout l'ennemi de l'Europe et en plus, il a rendu hommage à l'orthodoxie. Alors l'orthodoxie n'est pas le catholicisme, mais c'est le christianisme. Alors face à l'islam, réunissons-nous. Bon. Et Poutine, il a des réserves de matières premières. Nous, on n'en a plus. Merci les Américains. Il faut savoir que Kennedy était favorable au départ des Français d'Algérie, bien évidemment. Donc, il défendait ses intérêts. Mais ce sont des alliés, c'est plus des alliés et encore moins des amis. Il n'y a pas d'amis en politique, hein, il y a très peu d'amis. Alors, Madame Nu, vietnamienne, disait un très beau mot. Quand on a les Américains pour alliés, on n'a pas besoin d'ennemis. Hein, bon. Alors, faut pas généraliser, faut pas généraliser. Il y a 315 millions d'Américains, c'est comme les Arabes, les Harkis, ils sont crevés la peau pour nous, et ils étaient plus héroïques que tous les porteurs de valises. Pour revenir à la France, elle est attaquée. Donc il faut faire, avant de parler d'économie, évidemment, baisser les impôts, baisser la fonction publique, bon ça on le sait, c'est évident. Par contre, moi je pose une question, je vous la pose pas à vous ce soir parce qu'on n'a pas le temps, mais une question c'est très intéressante. Le chancelier d'Allemagne, avec la mondialisation, on rivalise, vous fabriquez une nappe, un verre, vous rivalisez avec les pays où le salaire est 10 fois moins fort. D'accord ? Bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut augmenter la productivité, c'est-à-dire la rentabilité de ce que vous faites, baisser les impôts, baisser les charges, etc. Bon, Schröder l'a fait. L'Allemagne s'en sort extraordinairement bien. Bon. L'Angleterre l'a fait aussi. Trump a fini par le faire. Il a baissé drastiquement les impôts de société, il est passé de 35% à 21%, 7,5 millions d'emplois en 2 ans. Monsieur Macron, il a créé combien d'emplois en 2 ans ? Vous savez, vous pouvez écouter tous les journaux, on ne vous dira pas combien il a créé d'emplois. Hein. Alors, ça, c'est les questions économiques. Mais un problème dont on ne parle jamais, parce s'il est plus profond, et puis on est taxé un peu de fascisme, de passéisme, etc. En fait, il faut redonner au peuple français cette fierté, et il faut recréer la nation. Je viens de relire une note de Henry Kissinger, qui disait le mondialisme n'est pas une politique, la base de la politique, c'est l'État-nation. Kissinger. Alors, comment la France peut-elle être indépendante alors qu'après les accords de Maastricht, sa politique étrangère doit être en phase avec celle de l'OTAN? C'est-à-dire que la France n'est plus un pays indépendant. C'est-à-dire que la politique étrangère de la France doit être conforme à celle des États-Unis. Bon, ça, on va pas vous le crier à la télévision. Les gens ont voté pour Maastricht, on leur a pas expliqué tout ça. Et on leur a dit, bon, on va s'unir, on va être plus fort. Alors, Europe, un mot sur l'Europe. Europe, oui, mais l'Europe de Bruxelles. L'Europe
Rome, l'Europe du traité de Rome. Là, c'était, bon, De Gaulle, je vais pas le citer, mais il n'avait pas forcément, obligatoirement, comme tout le monde, tort sur tous les points. Mais là, il était patriote, et patriote, c'était un homme qui était né en 1890. Bon, il a nommé des communistes, quand même. C'est lui qui a fait rentrer des communistes au pouvoir, mais il fallait quand même, il avait besoin d'appui, quand même, hein. Bon. De Gaulle était pour comment dirais, la nation, la souveraineté. Voilà, le terme, la souveraineté de la nation. D'ailleurs, Michel Debré a dit, la constitution de l'Europe tuera les nations. Donc, les nations, maintenant, n'ont plus aucune souveraineté. Donc, quand il dit être indépendant, il va faire des beaux discours, mais c'est impossible. Nous ne sommes plus indépendants. Nous n'avons plus, alors, on n'a plus une politique étrangère indépendante. 2, une politique étrangère n'a de valeur qu'appuyée sur une force armée. Alors, la force armée, on l'a pas. On l'a pas. L'Allemagne est un géant économique, elle est un nain politique. Ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que l'Allemagne n'a aucune politique étrangère. Elle est dans cette Europe, comme tous les pays de l'Europe. Alors, vous allez dire, ah bon, on peut plus rien faire maintenant, etc. Bon, on peut plus rien faire. Il y a des pays comme la Hongrie qui résistent, qui sont pas d'accord. On a le droit de pas être d'accord. Et Monsieur Macron, dans ses premiers discours, a dit, il faut plus d'Europe. Alors, vous voyez déjà, ça me gêne déjà tout de suite. Parce que si l'Europe ne serait forte, c'est comme une équipe. Vous prenez une équipe de sport, si vous avez 11 bons joueurs, l'équipe sera forte. Mais si les joueurs sont mauvais, vous pouvez passer de 11 à 15 à 25, on sera pas plus fort. Donc plus d'Europe, ça veut dire que nous, on n'est pas capable de... donc c'est l'autre qui va faire. Donc en France, déjà, l'État doit nous aider. On entend, au lieu de dire « aide-toi, le ciel t'aidera », l'État va nous donner ceci. L'État, j'entends tout le temps, l'État fait rien pour nous. Mais l'État, si moi, vous voyez, avec mon château, je peux demander des choses à l'État. Et je n'ai demandé que des baisses d'impôts. Par exemple, sur le chauffage, l'eau, etc., j'ai des baisses. Donc c'est pas vous qui payez. Bon, mais si je demande, c'est vous qui allez payer. Mais vous, dans ce que vous faites, vous avez peut-être besoin d'argent aussi, après tout. Donc, si vous voulez, vous allez me prendre d'argent à moi je sais pas vous dire. Bon, aide-toi, le ciel t'aidera. Et alors, il faut demander à l'État, mais l'État, faut qu'il demande à l'Europe. Mais l'Europe, c'est les pays qui donnent. On est dans une société, alors ça, c'est un terme économique, on est dans une société de la demande et non pas de l'offre. Alors, ça veut dire que là, le problème, la France est pauvre. La France est pauvre, la France, elle est endettée. Donc, on a un chômage, et on parle de protection sociale. Et ça, c'est encore une erreur. La protection sociale doit venir quand un monsieur est infirme, quand il a une maladie, quand la maison est en faillite. Il y a un ambassadeur américain qui a une très belle réponse. C'est amusant, hein, je vais chercher. Vous savez, moi, je suis ouvert à tout. Il n'y a pas d'amis, d'ennemis. Moi, à partir du moment où quelqu'un est bien, il m'intéresse. Donc, un démocrate américain, ancien directeur gérant de la Banque Lazare. Donc, théoriquement, c'est pas tellement des gens qui nous veulent du bien. Bon, c'était Félix Rohatyn, ambassadeur de Clinton en France. Et il a dit, notre meilleure protection sociale, je le répète toujours, c'est un taux de chômage à 4%. Voilà. Donc, il faut que les gens travaillent, il faut qu'ils puissent travailler. La première chose, c'est ça. La richesse, on la crée. Bon, alors, pour créer la richesse, formation. Or, le niveau de formation, alors ça vient de sortir, c'est récent, parce qu'il y a encore 20 ans, les pays qui venaient mettre des usines chez nous profitaient de la qualité de nos ouvriers, je parle des ouvriers qualifiés, bien sûr, profitaient, et ben le niveau a baissé, ça vient de sortir, hein, au classement PISA, qui a, je crois, 6 ans, enfin, j'ai les chiffres, tout ça, c'est dans mes livres, hein. 1500 notes, 750 notes. Donc c'est pas du blabla, tout s'appuie sur des chiffres, des déclarations, etc. Au classement PISA, c'est-à-dire classement de la formation des ouvriers. On est 26e au monde. Bon, et il y a quelques années, on était dans les meilleurs, on était dans les 10 premiers. Alors, mai 68 a engendré 81. Alors 81, il faut que tout le monde ait son bac, vous le savez. Les petits immigrés dont les parents ne savent pas parler français, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas leur bac, il n'y a pas de raison que, etc. Bon, donc le résultat, est-ce que vous connaissez? Il faut savoir qu'en Allemagne, pour comparer, 80% des enfants ont un niveau
niveau bac. Alors vous allez dire, en France, on le donne à tout le monde. Oui, d'accord. Bon, niveau bac, mais pas forcément, on n'en fait pas forcément des historiens d'art ou des sociologues. On en fait des gens qui travaillent sur des chaînes de voitures. Ils gagnent leur vie et après, ils peuvent s'amuser à faire de l'art ou à faire autre chose. Donc, la formation. Ensuite, la baisse du poids de l'État. On est, pour les prélèvements obligatoires, 47%, on est record du monde. C'est-à-dire que vous ouvrez une entreprise ici, vous payez plus que les autres. En charge sociale, rien qu'en charge, on va donner des chiffres un peu, hein. En charge sociale, on paye, en charge pour les entreprises, hein, les charges d'entreprise, la France paye 70 milliards de plus que l'Allemagne. Or, il y a beaucoup moins d'entreprises, puisqu'on a perdu la moitié de notre industrie. Il faut savoir que depuis 81, l'industrie qui crée la richesse, c'est l'industrie, on n'a pas de matière première, c'est pas l'agriculture, elle est subventionnée, c'est l'industrie. L'industrie, elle représente 24% en Allemagne. En France, elle est passée, sous Pompidou, elle était à 24%. L'Allemagne était à 26%. Elle a perdu 2 points avec les tigres asiatiques. La mondialisation, il y a des nouveaux pays, bien sûr. Elle est passée de 26 à 24, ce qui est extraordinaire. Bon, la France, elle est passée de 24 à 11%. Ça veut dire qu'on a perdu la moitié de notre industrie. Et c'est l'industrie qui crée de la plus-value, de la richesse et des emplois. Donc baisser le coût de l'État, baisser les charges, baisser les impôts et permettre une recapitalisation. Parce que pour créer non seulement de l'industrie, mais même de l'agriculture, il faut de l'argent. Qu'est-ce qu'a fait Sully ? Sully, après les guerres civiques, les guerres abominables, la France a perdu le tiers de sa population au XVIe siècle, 6 millions d'habitants sur 18 millions d'habitants. Le pays était exsangue. Et quand Henri IV est mort, les comptes de l'État étaient à l'équilibre. C'est quand même extraordinaire. Sully a été un des plus grands ministres français de tous les temps. Hein. Alors c'était un noble, donc on n'aime pas beaucoup, et en plus il était protestant. Enfin, il y a des gens qui savent quand même. Sully a été un des plus grands ministres français. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ça s'est passé il y a 15 ans. Il a baissé les impôts. Il a baissé les impôts pour permettre aux gens d'investir. À l'époque, c'est surtout l'agriculture. La première richesse des pays était l'agriculture jusqu'au 19e siècle. On va dire à peu près jusqu'en 1870. Après, c'est évidemment passé à l'industrie. Hein. Donc, il a baissé les impôts pour que les gens puissent acheter du matériel et travailler et créer. La richesse, c'est pas l'État qui la donne, on doit la créer. On doit la créer. Parce que si c'est l'État qui la donne, il va la prendre à ceux qui créent des emplois. Et à partir du moment où il la prend, ils n'ont plus d'argent pour investir. Donc c'est si vous voulez, c'est une chute sans fin. Et j'ai entendu quelqu'un un jour dire, parce que vous savez que Trump, non seulement il a baissé les impôts, mais il a fait un protectionnisme limité. C'est très important. Parce qu'on dit protectionniste, non protectionniste. Évidemment, le monde n'est ni noir ni blanc, il est gris. Donc la vérité est au milieu. C'est-à-dire un certain protectionnisme, c'est ce que dit un des plus grands économistes français, pour venir à un certain équilibre. Il a limité les importations en Chine, il les a limitées, mais il les a pas interdites. Parce que si les Chinois ne peuvent plus vendre aux États-Unis, ils n'achèteront plus aux États-Unis. Il doit y avoir une sorte d'échange. Il y a eu un journaliste critique, donc d'une nullité aujourd'hui, enfin un produit du système, qui a dit oui, mais si on met des barrières douanières, attention, hein, j'ai pas dit total, surtout pas. Il faut un monde ouvert. Bon, eh bien, si on met des barrières, voilà ce qu'il a dit. Il a dit les pauvres en France pourront plus acheter des robes chinoises pas chères. C'est ça. Alors moi j'ai envie de dire, écoute mon gars, une femme elle peut faire sa robe elle-même déjà. Bah oui, dans notre temps. Moi quand j'étais enfant et même pas longtemps. Bon, donc la pauvre, elle peut coudre elle-même sa robe déjà. Et si elle peut pas l'acheter en Chine, on va en fabriquer en France. Et cette femme pauvre, elle aura un salaire. Bah oui. Mais alors, le problème politique, si vous voulez, on est dans une cécité absolument incroyable. Quand il y a eu l'affaire du Bataclan, le lendemain, on vous dit, faut pas faire d'amalgame. Je veux dire, c'est ahurissant. On dirait que c'est les Français les coupables. Oui, exactement, oui, c'est parce qu'on est raciste, etc. On sent vraiment qu'on est, si vous voulez, là, j'ai vu une affiche. Là, garée sur les élections de Paris. Bon. Et il y a un candidat qui dit, il faut sauver Paris. J'aime beaucoup cette expression, il faut sauver Paris, de Anne Hidalgo et du désastre. Elle a refusé que Michel Déon soit enterré à Paris.
Elle a fait en sorte qu'il soit pas entré à Paris. Par contre, elle a fêté le Ramadan, etc. Enfin, je veux dire, on respecte les Arabes chez eux et on respecte les Arabes qui nous respectent. Vous savez, vous connaissez le mot de Mussolini, extraordinaire, mais on peut pas citer Mussolini aujourd'hui, c'est impossible. Hein. Mais Trump le fait. Hein. Bon, oui, mais c'est un monstre. Trump est un monstre, voilà. Alors donc Mussolini, il y avait le grand moufti de Jérusalem qui lui demandait s'il pouvait faire une mosquée à Rome. Il dit il y a aucun problème, à condition que je puisse construire une église là-bas. Bon, c'est tout simple, voilà. C'est tout à fait ma position. Alors, on peut respecter d'autres religions, on peut respecter d'autres, à condition qu'ils soient pas trop criminels et qu'ils pratiquent pas le commerce d'esclaves. Je veux dire, on peut respecter d'autres cultures, mais il y a quand même des choses il y a quand même une évolution. Vous voyez, le commerce d'esclaves, certaines pratiques. Si vous voulez, la lâcheté de nos dirigeants, la lâcheté qui est en dessous de ce qu'on peut imaginer. Souvenez-vous de Bouteflika, qui était un des chefs du FLN. Quand il est venu en France, à chaque fois, il a craché sur la France, notamment à l'Assemblée nationale. Il a craché la France. Il n'y a que 3 députés qui sont sortis. Attendez, je finis. Il n'y a que 3 députés qui sont sortis. Alors, on peut les citer quand même, parce que ce sont des héros. Il y a Philippe de Villiers, il y a Daubert et Goesgen. Voilà, 3 sur plusieurs centaines. D'accord ? Tous les 3 de droite. Oui, faut le dire aussi. Oui, ah bah ça quand même. Oui, bon. Et des libéraux d'ailleurs. Il y avait 2 libéraux. Et il est venu se faire soigner. À la Pitié. Bon, donc vous voyez, ça montre toute l'horreur de la colonisation française et de la présentation en Algérie, c'est que ce monsieur, il vient se faire soigner en France. Y a-t-il eu un seul journaliste qui ait remarqué ce fait ? Pas un. Alors je rappelle qu'on a construit 160 hôpitaux en Algérie. Vous voyez, ça c'est le genre de choses qu'il faut dire. C'est le genre de choses. On a supprimé l'esclavage, on a asséché la plaine de la Mitidja, si je ne me trompe, qui était un marais. On a supprimé l'esclavage, on a pacifié ces pays-là et on a créé 160, etc. Mon frère invite des personnalités. Alors il a invité des socialistes comme ça là-dessus. Donc il fait venir. Bon, Védrine, ça pouvait aller. Alors après, il a invité Attali. Là, je suis pas venu. Là, je pouvais pas. Ah oui. Là, j'espère que ça a été remarqué. Védrine d'ailleurs, actuellement, est un peu coincé dans ses dires. On voit qu'il est mal à l'aise quand il parle. Alors, Védrine a dit, moi j'étais au premier rang, bien sûr, mon frère est directeur. C'est une entreprise qui est encore de famille. Il y a très peu d'entreprises. Il faut savoir qu'en Allemagne, et même aux États-Unis d'ailleurs, qu'on attaque la famille chez nous, il y a aussi toute cette idéologie, la révolution, et qui a été et communiste. Les Américains disent la France est le dernier pays communiste du monde. Alors quand je dis qu'on est communiste, on dit non mais c'est horrible, c'est affreux. Si. Même des gens de droite, moi j'ai vu Raffarin citer Marx. Marx c'est vraiment la référence. Donc c'est la haine de celui qui possède, la haine de la famille. Il y a toute cette attaque souterraine en face de laquelle il n'y a aucune opposition. Et donc, Védrine vient faire sa conférence. Moi, j'étais donc au premier rang. Bon, il n'y avait pas de questions, etc. Et à un moment, il parle des horreurs de la colonisation, la guerre de l'opium. Bon. Alors, moi, j'étais invité dans une entreprise, etc. Mon frère, bon, j'ai rien dit. Mais la guerre de l'opium, c'est pas en France déjà, c'était les Anglais. C'était les Anglais. Donc, vous voyez, il a fallu qu'il aille chercher quelque chose. Mais c'est 160 hôpitaux en Algérie. Et la population qui a... Etc. Bah, la population est divisée par 9. Non, mais c'est très important, la population. Alors, notre faute, alors s'il y a faute, on va revenir à Machiavel. Vous voyez l'histoire. Machiavel dit, la meilleure façon de disposer d'une province, c'est de la raser. C'est ce qu'ont fait les Américains avec les Indiens. Ils n'ont pas de problème avec les Indiens. Quand ils les tuaient pas, ils donnaient du whisky, puis quand ça suffisait pas, ils les abattaient. On donnait des primes pour les scalps. Bon, nous en Algérie, on les a vaccinés, on les a soignés, ils sont multipliés par 8. Mais jusque-là, ça aurait pu aller. Le problème, c'est qu'après, on leur a appris le nationalisme, et on leur a appris le marxisme, etc., le communisme, sur les bancs de classe. Tous les révolutionnaires algériens ont fait leurs études, et même Ho Chi Minh, il a été en France, tous ces gens-là venaient apprendre en France, soudoyés, ça c'est très important, géopolitique, soudoyés par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, faut toujours revenir en arrière, la Première Guerre mondiale a cassé l'Europe, elle l'a affaiblie. L'Europe était encore le centre du monde. Et la Deuxième Guerre mondiale, ça a été terminé. L'Europe a été terminée, et les grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la Russie,
financé par l'Amérique, bien sûr, puis armé à près de 80% par les Américains. Les Anglais, ils étaient complètement hors jeu, les Anglais. Hein. Traité de l'Atlantique 41, disparition des empires dans les 20 ans. Donc les Anglais, terminés. Donc l'Amérique et la Russie. Donc les puissances ne sont plus européennes. Yalta, partage du monde. Voilà. Donc les Nasser, par exemple, quand Nasser a résisté aux Français, aux Anglais, etc. Il y a un grand historien qui a eu des problèmes là, après la guerre. Et il a été interviewé à Nasser, il dit « Mais comment avez-vous pu vous opposer un petit pays comme ça aux Anglais, aux Français et aux Israéliens ?» Il a dit « Mais j'avais l'appui des Américains en sous-main. » Vous voyez ? Fallait qu'on dégage. Et les Algériens avaient leur base dans les Algériens, et ils étaient armés par l'Allemagne de l'Est, donc par le bloc de l'Est, et protégés par les Américains, bien sûr, qui ont récupéré tout. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, nos Américains qui sont venus nous délivrer, les petits GI qui sont morts sur les pages. Faut arrêter, tu veux. Bon, j'entends ça tous les jours. Les pauvres gars, mais ils sont morts, mais ils sont pas morts pour nous délivrer. Ils sont morts pour casser le bloc monétaire européen, parce que Hitler avait conquis l'Europe et il était en train de faire un bloc. Et il y avait 10 millions de chômeurs, etc., etc. Il y a un mot de Morand que j'aime beaucoup. Il dit, il a écrit New York 1930. Savoir que Morand, c'est un des plus grands écrivains du XXe siècle. C'est surtout, en tant que vision politique, pour moi, c'est le plus grand. C'est vraiment le plus grand. Faut pas oublier qu'il a été ambassadeur, il a beaucoup voyagé. Et dans son New York 1930, il a écrit un New York 1930, puis il a réécrit un autre New York, je crois, plus tard. Il dit, les Américains ne pensent qu'à gagner de l'argent, mais une fois qu'ils l'ont gagné, ils le distribuent. Je trouve ça fabuleux. Vous voyez, un pays libéral, on fait fortune, et après, on finance les universités, on finance les musées, on finance le château de Versailles, etc., etc. Alors qu'en France, ça a commencé avec Philippe le Bel, l'État c'est moi, Louis XIV, l'État c'est moi, et il a mis Fouquet en prison. Fouquet qu'on n'a jamais réussi à condamner d'ailleurs. Hein. On n'a jamais réussi à le condamner. Donc il a changé le jury, comme De Gaulle, pareil. Vous voyez, c'est ça la liberté, c'est la liberté de la justice. Vous prenez Denoy de Saint-Marc, qui est un modèle pour les jeunes. Bon, Denoy de Saint-Marc qui dit on peut tout demander à des officiers. Mais pas de se renier, même de mourir, mais pas de se renier et d'obliger les autres à se renier. Magnifique comme phrase. Bon, eh ben, Denoy de Saint-Marc, il a été honoré par la 4e République. Il a été décoré. Il a été mis en tôle par De Gaulle et il a été décoré par Sarkozy. Vous voyez, tout ça, ça fait pas très sérieux. Mais c'est pour ça que Sarkozy, malgré ses défauts, malgré tous ses défauts, ces gens-là ne sont pas libres. Ils appartiennent à des coteries, ils sont mis en place. C'est vrai. Ils sont mis en place. Parce qu'ils n'ont pas assez de personnalité et que on les met là, on les amène là. Bon. Et alors, il y a des gens qui ont la personnalité. Bonaparte, on l'a mis là. Mais au bout d'un moment, c'est moi. Ça a été lui. Hein. Oubliez pas qu'Hitler, il a été aidé par le numéro 2 de l'armée allemande. S'il n'avait pas eu le numéro 2 de l'armée allemande, hein, et les capitaux des grands machins, parce qu'ils luttaient contre le communisme, ils savaient parler. Puis un beau jour, c'est lui qui voilà. Puis on pouvait plus le contrôler. Bon, je vais donner un exemple. À l'Europe, vous avez un commissaire à l'économie, d'accord, commissaire du budget, un truc comme ça. Bon. Et à l'époque, il y avait un ministre français. Je sais plus comment il s'appelait, qui était chauve, ministre de l'économie. Moscovici. Bravo, Moscovici. Bon, la France était régulièrement rappelée à l'ordre, oui, à cause de la dette, des déficits. On ne respecte pas les critères. Alors que lui, quand il était ministre, faisait pire encore. Non, je parle quand il était ministre. Oui. Bruxelles n'obéissait pas. Lui tapait sur les doigts. Et après, il a été appelé pour gouverner à Bruxelles. Alors attends, on joue à quoi là? D'accord? Vous avez compris? Voilà. Bon. Donc, si vous voulez, les dés sont pipés. Les règles, on les connaît. C'est le but de ma lettre à ce monsieur Larcher, où il a serré la main à tout le monde, d'accord, mais il est quand même plutôt de droite. C'est un monsieur qui a un certain âge, qui a un certain côté conservateur. Si vous voulez, c'est quand même une autre génération par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Mais on a une nouvelle classe de jeunes, et les jeunes qui veulent partir, on me pose souvent des questions. J'ai dit partez pas. D'abord, vous avez un rôle à jouer dans ce pays, on a besoin de vous. Ensuite, vous allez trouver des problèmes aussi ailleurs. Hein, la France est un très beau pays. Vous avez une mission de vous battre, et si vous pouvez partir, n'oubliez pas que vous devez avoir une solidarité envers ceux qui ne peuvent pas partir. Voilà, ça c'est très important. Voilà, je crois que à vous de poser des questions.
Eh ben, déjà, bravo pour ces collègues qui étaient enthousiastes.